Bonjour, monsieur Lam. Bonjour, Sacha. Il faut qu'on s'aime beaucoup pour être ici, si tôt, ensemble, non? Formidable. Alors c'est parti sous le signe de l'amour. Tout à fait. D'autant que c'est vraiment le signe de l'amour, puisque je tiens à vous préciser que ce grand artiste a pris un train à 6h du mat ce matin uniquement pour être avec vous, et il repart après. Alors, Daniel Auteuil, ça va être à la fois un tour de carrière, et on va commencer avant de... Bon, je vous avais promis, je fais ce jeu de mots pourri avant de tirer le fil. Voilà, on va commencer par le film, parce que c'est encore en salle, le film que vous avez réalisé et dans lequel vous jouez, qui est déjà en train de galoper au-delà des 300 000 entrées, qui est encore en salle, donc si vous ne l'avez pas vu. Oui, donc... non seulement il est encore en salle, mais il vient juste de commencer quand même. Il est à la non, parce qu'on en parle comme si l'impression c'est pas... Non, non, il est tout frais. Il est tout frais. Vous allez voir, le jeu n'est pas décalé, on est à fond. Je vais un peu vous tourner le dos, parce que je tourne le dos à nos amis. Non, moi je peux... Voilà, c'est ça. Oui, moi tout à fait, vous êtes très cher. Oui, je vous en prie, parlez à vous. Non, parce que j'ai peur d'avoir un torticolis. Ça va, je suis pas trop près? Non, ça va. Alors, le film. Donc, film que vous mettez en scène, que vous avez écrit, dans lequel vous jouez. Alors, comparé à vos films précédents, qui étaient des hommages, en fait, clairs à Pagnol et cette volonté d'être dans le film qui glorifie le Sud, là, mais alors, changement de braquet à fond, un polar, un film social, vous jouez le rôle d'un avocat, c'est un cas, vous êtes persuadé que votre client est innocent, il y a quelque chose d'un peu sinon. Alors pourquoi ce film-là, quoi? Qu'est-ce qui vous intéressait là-dedans? D'abord, c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui m'a été amenée par ma fille, qui produit le film, avec Hugo Gélin, et j'ai ressenti par rapport à un prétoire, une humanité d'une grande force, et j'avais envie qu'on soit à l'intérieur de la tête des personnages. Et j'avais envie de donner au public l'impression qu'il était à la fois juré et public. J'avais envie de balader le spectateur, de l'entraîner très loin. Voilà. Et j'ai vu dans cette histoire les moyens de faire toutes ces choses-là. Et alors, vous incarnez... Et puis aussi, pardon, et puis j'ai vu qu'il y avait des très beaux rôles aussi, surtout. Voilà, il y a des très beaux rôles. Alors, il y a un très beau rôle pour vous, d'avocat, qui en fait, finalement, va chanceler dans ses convictions. Oui, c'est un type qui a arrêté de... C'est un type qui a arrêté de plaider au pénal après avoir subi comme ça, après avoir fait acquitter quelqu'un, et ce quelqu'un a récidivé. Donc ça l'a complètement traumatisé, il a perdu sa part d'illusion par rapport à ce métier. Et puis un jour, par hasard, il va être confronté à ce type, totalement Grégory Gadebois, qui est exceptionnel, ce type broyé par la machine judiciaire, et il a le sentiment, il a une révélation que ce type est réellement innocent, et une intime conviction. C'est un film qui est basé autour de l'intime conviction. On est dans la tête des personnages beaucoup. Et donc, il va un peu déraper, son affect va le faire déraper. Au lieu de simplement de se contenter de défendre son client, il va se mettre en fait de le sauver, et ça va créer, et dans sa famille, et dans son métier, beaucoup de perturbations. Et alors, donc face à vous, vous avez le grand Grégory Gadebois. Immense, oui. Et alors, est-ce que c'est quoi cette espèce de triangulaire? Déjà, vous mettez en scène, vous avez un rôle incroyablement important, mais vous êtes aussi comme ça en face d'un acteur que vous devez mettre ô combien en lumière. Ça fonctionne comment ce jeu d'énergie entre le réalisateur, l'acteur ô combien émérite, et un partenaire? Alors tous mes films, je les ai faits en jouant, en étant au centre
au centre, dans l'œil du cyclone, comme ça, au plus près des acteurs. Et je ne sais pas si sûrement, mais je ne sais pas si je pourrais le faire sans jouer dedans, mais peut-être faudrait que j'essaye pour voir. Ce qui est sûr, c'est qu'en étant comme ça au centre, il y a quelque chose qui se passe par rapport aux acteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de barrière entre le metteur en scène et les acteurs. D'abord, sur un plan de direction d'acteurs, il y a un type qui est au même niveau qu'eux et avec les mêmes difficultés et qui chauffe cette machine, qui les concentre et tout ça. Donc en étant au centre comme ça, j'ai l'impression de mieux contrôler les choses. Et là, vous dites que c'est votre fille qui vous apporte cette histoire vraie et tout, mais le rapport avec le polar, bon, oui. Vous avez joué des flics, des gangsters pendant toute votre carrière, 36 est un des grands films de votre filmographie, mais est-ce que vous avez un rapport particulier, même en tant que lecteur, au polar? Est-ce que vous lisez sinon? Oui, sinon, je l'ai beaucoup lu, mais je n'ai pas de rapport particulier avec les affaires. Avec les affaires judiciaires, non. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les rapports entre les gens, comment. Et puis ce métier d'avocat, j'avais envie d'en parler. Ce métier qui est confronté à ce que l'humanité parfois a de plus terrible et qui doit garder en lui une part comme ça, une réserve d'illusion et contre tout le monde, arriver à défendre. Quoi. C'est quelque chose qui me fascinait. C'était quoi la question? Parce que Non, mais votre rapport avec le polar, mais c'est vraiment le côté humain, c'est la patte humaine en fait qui est le. Oui, c'est ça. C'est aussi un film psychologique, c'est une espèce de polar judiciaire, parce qu'il y a une partie que j'aime beaucoup, qui est la partie du tribunal aussi, et là où se jouent des choses très très fortes. Pour préparer ce film, j'ai eu la chance, je ne sais pas, parce que c'est très violent à vivre. On m'a offert d'être pendant 3 jours dans un procès à huis clos, c'était un type qui était en appel. Il avait violé sa belle-fille entre l'âge de 10 et 13 ans. C'était absolument glaçant, c'était terrible. Et par rapport à mon film, là, il y avait la victime en face. Dans mon film, elle n'est pas là. Donc il y avait et il y avait à la fois ce type qui n'avait pas accès à la parole et qui se perdait dans des détails. Et de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui avait une douleur qui venait de tellement loin, tellement fort, que justement, cette histoire d'un type provincial, là, cette jeune femme ne pouvait pas inventer, tellement c'était violent, tellement c'était fort, et tellement c'était douloureux. Et donc, qu'est-ce qu'on ressent? Ce que j'ai essayé de faire ressentir dans mon film, c'est ça, c'est cette extrême humanité. C'est un lieu clos où se jouent les tragédies les plus terribles, et des gens font ça comme font les gendarmes, les infirmiers, les infirmières, les médecins, les pompiers, tous ces gens qui ont affaire à l'humanité avec des gestes simples, sans effet de manche, sans se la raconter. On est dans un tribunal, il y a qu'un type qui a la vérité, ou qu'une femme, c'est l'accusé. Et c'est cette recherche de la vérité par des moyens différents qui m'a amené à faire de ce film quelque chose de poignant. Alors, un avocat, c'est aussi évidemment le talent oral. Alors là, je reviens quand même, après on va revenir à votre enfance, très cher, mais je fais juste un petit détour par Le Brio, le film de Yvan Attal, où là vous jouez un avocat, d'ailleurs plein de morgue, très sûr de lui, et qui tout repose sur son talent à l'oral, et cette manière d'ailleurs de dire que on peut tout dire du moment qu'on le dit bien, qui est un personnage à la fois odieux et fascinant, et tendre qu'il y paraît, etc. Donc ça aussi, ça devait être quelque chose d'incroyablement, réjouissant à jouer. Oui, il y a énormément de textes.
Oui, oui. Mais oui, j'ai adoré aussi jouer cet avocat cynique que tout le monde déteste. Et à la fin, je ne parle pas de mon film, parce que je ne parle pas de la fin de mon film, je parle de la fin du Brio, il y a longtemps. Cette fin-là, on s'aperçoit finalement qu'on le déteste, mais que ces leçons ont servi, que finalement, pour ceux qui savent, ces provocations étaient des provocations pour faire avancer les choses. Alors, merci. Le film. Merci pour le Donc, tirons le film. Oui, tirons le film. Il était une fois un petit garçon qui naît à Alger. Alors, il y a quelque chose quand même, quand on dit les enfants de la balle et tout, alors vous, vraiment, c'est la définition même. C'est-à-dire, c'est limite si vous ne naissez pas sur une scène d'opéra, en tout cas, vous naissez alors que vos parents sont en tournée, sont chanteurs d'opéra, et vous naissez d'emblée dans le milieu du spectacle. Mes parents étaient au théâtre à Alger, effectivement. J'étais gardé par les machinistes dans un couffin, comme dans un film italien des années 60. Voilà. Là, c'est les années 50, je suis gardé. Et donc, je pense que je suis baigné de musique et de senteurs de théâtre, de poussière et de chaleur, de magie. Et ces années-là, à 4 ans pour la première fois, parce qu'entre 0 et 4 ans, je ne me souviens pas très bien, mais si vous voulez, j'en parle, mais je ne sais pas. En tout cas, à 4 ans, je suis monté pour la première fois sur une scène et j'ai joué le fils de Madame Butterfly. Et c'est cette fois-ci, si vous voulez, que j'ai ressenti ce truc étrange, comme là, ce soir, c'est-à-dire ce silence écrasant, vos yeux qui brillent dans le noir de la salle, enfin le reflet de vos lunettes, je ne sais pas. Pareil, la chanteuse, Madame Butterfly, je joue son fils qui m'en serre comme ça, cette proximité qui, c'était ma première partenaire de jeu. Effectivement, je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué. La deuxième chose qui m'a marqué dans mon enfance de théâtre, c'était pas le ténor, comment ça s'appelle, le type qui avait le rôle de comédien, le trial, ça s'appelait un trial d'opérette. Le rideau à l'opéra d'Alger ne s'ouvrait pas comme ça, mais comme ça. Et le type s'était accroché au rideau et il montait. Et c'est une image qui j'ai rêvé de faire ça, et je l'ai fait. Quand je l'ai fait, il n'y a plus beaucoup de théâtre où ça se fait, mais il y avait un théâtre, je ne sais plus, j'étais en tournée, je pense que c'était au Luxembourg. Ouais, mais je me suis accroché, mais je ne me suis pas décroché, il a fallu que je redescende parce que je suis monté trop haut, donc il a fallu que je redescende le truc. C'était un bon souvenir. Oui, c'est le fil, oui, le fil. Mes parents étaient chanteurs d'opéra, mes grands-parents, toute la famille, voilà. Je viens de cette scène. Vous savez que cette scène ici où on est, donc c'était pour les plus jeunes, s'il y en a. Il y en a. Non. Ça fait rien, je vous aime beaucoup. C'est grâce à vous que je suis là. Ici, quand se sont installés les Renaud Barreau, ils venaient de la gare d'Orsay. Et leur dispositif scénique entrait totalement ici. Voilà, c'est pour vous dire ma culture théâtrale. Et pour revenir même quasiment avant votre naissance, ce nom, Auteuil. Oui, parce que Auteuil, en fait, qui est un si beau nom, oui. Et c'est parce qu'en fait, vous êtes, parce que pas vous, mais parce qu'en fait, vous avez un aïeul qui était au sens propre du terme, un orphelin. Oui, pas d'Auteuil, mais si, je pense que ça vient de là. Ça fait très pseudonyme, hein, Daniel Auteuil. Hein, ouais. Et ben, c'est mon nom, c'est moi. Et oui, Auteuil, bon, c'est mon arrière-grand-père qui est de l'assistance publique. On a donné le nom d'Auteuil à cause des orphelins d'Auteuil, oui, oui. Et est-ce que vous avez jamais voulu remonter l'histoire, trouver Si, mais je ne sais pas si on peut la dire. Ah, non. Si, on a remonté l'histoire. On a remonté l'histoire, si. Mais elle n'est pas crédible, donc je ne vais pas...
la remontée d'histoire. Non, en fond, ça s'arrête là. Enfin, ça s'arrête là. Enfin. Et donc, oui. Comment ça, elle n'est pas crédible? Non, non, mais je veux dire, parce que c'est des affabulations familiales. On ne sait pas. On ne sait pas moi-même, je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà, c'est mon arrière-grand-père. On ne sait pas comment il s'appelait. C'est un peu comme Moïse. Il était tout seul dans un couffin comme ça. On l'a trouvé, on l'a mis à l'assistance et on l'a appelé auteur. On l'a appelé auteur. Alors, on va quand même accélérer parce que donc non, mais il y a quand même, parce qu'on va parler à un moment ou à un autre de votre carrière de chanteur, avec oui. 2 albums absolument magnifiques, mais c'est vrai que vous auriez pu, dès votre plus jeune âge, décider de chanter, décider de faire de l'opéra. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça ripe vers une autre sorte de scène? Je pense que c'est le poids des familles, quoi. Ce qui fait que tu as un père chanteur d'opéra, une mère chanteur d'opéra, c'est des voix et toujours le besoin de vouloir faire autre chose. Et surtout, c'est que notre point d'attache, notre ville d'attache, c'était Avignon. C'était la ville du Festival d'Avignon. Et il y a quelque chose qui m'a tiré là-dedans. J'étais enfant. Et ma mère, quand elle faisait pas, parce que quand elle faisait pas son métier de chanteuse, l'hiver, l'été, il fallait qu'il fasse autre chose. C'est pas qu'ils étaient amateurs, c'était qu'à l'époque, les théâtres municipaux ne subventionnaient pas à l'année Figurez-vous qu'à cette époque-là, les chanteurs qui étaient engagés, les chanteurs d'opéra qui étaient engagés dans les troupes en province, devaient se déplacer avec leurs costumes. On se déplaçait avec des panières entières de costumes de scène. Les costumes n'étaient pas fournis, c'était pour faire ce métier, il fallait vouloir. Donc, pour dire quoi, on en était où? Parce que... pour dire que donc ils avaient, en fait, ils chantaient, mais oui, pendant la saison hivernale. Oui, c'est ça. Et Avignon, voilà, je reviens à Avignon, je suis au festival, je suis docteur. Je suis là, Daniel. Et donc, il y avait un type, j'entendais parler, j'avais 7 ans, 8 ans. Et donc c'était Gérard Philippe, les grands spectacles. Et je disais à ma mère, j'étais attiré, j'ai dit, maman, elle était ouvreuse, elle travaillait comme ouvreuse au Festival d'Avignon. Moi-même, plus tard, j'ai travaillé comme ouvreur pour les ballets de Béjart. C'était magnifique. J'ai vu la crème. Bon, il nous faudrait la journée. Hein. Et donc je dis à ma mère, maman, je voudrais bien aller voir le prince de Hombourg. Elle m'a dit non, tu vas t'embêter. Et elle avait l'accent. Et donc, j'ai jamais pu voir, et c'est resté un fantasme. Voilà. Oui, mais plus tard, quand vous n'aviez plus besoin de lui demander l'autorisation, vous n'êtes pas allé de vous-même. Vous étiez déjà monté à Paris à ce moment-là? Non, pas encore. À quel moment? Vous auriez pu aller au Festival d'Avignon sans demander l'autorisation à maman. Ah oui, mais là j'avais 7 ans. Après, oui, si. Après, j'allais voir les spectacles, bien sûr. J'ai vu tous les trucs, bien sûr. Je me souviens d'avoir, en 69, croisé dans la rue Jean Villard. Et je suis allé, et qui avait été très bousculé en 68. Très bousculé. Et il marche comme ça, je le vois, je le suis, je lui dis pardon monsieur, il se retourne, d'accord. Et puis à l'époque on l'agresse encore. Et je lui dis, monsieur, je voudrais tellement faire du théâtre, qu'est-ce que je peux faire? Il me fait. Et là il me dit, voyez Balachova. Balachova était un professeur d'art dramatique très célèbre. Je ne suis pas allé voir Balachova, on n'écoute jamais les conseils qu'on nous donne, je suis allé voir quelqu'un d'autre. Mais d'avoir croisé ce beau monsieur qui est pour moi l'image même du théâtre populaire et élitiste, ça n'a rien à voir avec l'autre qui est venu après. C'était un vrai théâtre populaire, ouvert, vraiment, comme ça, c'était absolument très beau. Et vous parlez de musique, de poésie, et en fait, c'est par la musique, par les chanteurs qui mettaient en musique des poèmes que je suis venu à la musique. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. Et alors, donc, vous n'allez pas voir... Je sens que je mets du désordre dans ma chronologie. Ah
Ah mais vous savez, c'est pas ma chronologie, c'est la chronologie de votre vie. Hein, donc, je sais plus, moi. Non, mais donc, vous n'allez pas voir Balachoura. Non. À un moment, donc, vous montez à Paris et en fait, vous allez au cours Florent. Oui, parce que je rencontre Florent, il n'est pas encore professeur, il joue dans une opérette qui s'appelle Vienne chante et danse. Et oui. Et à la fin du spectacle, je devais faire de la figuration, et avec mes parents, on mange avec lui, et je lui dis voilà, je voudrais faire ça. Il me dit mais je vais ouvrir un cours. Et donc, dans ce cours, il y avait déjà, quand je suis arrivé à l'an après, il y avait des illustres, il y avait Francis Huster, il y avait Jacques Weber, il y avait Spécial, que des noms en R. Et alors on avait envie à ce moment-là de s'appeler Daniel Auter, parce que pour réussir, quoi. Donc, c'est vrai. Et donc, et là j'ai passé le conservatoire une fois, deux fois, trois fois. On m'a jamais pris, ça m'a beaucoup déprimé. C'est quelque chose, moi, si vous voulez, d'une institution, d'une école, j'ai pas fait d'études, et j'aurais aimé appartenir à un groupe. C'est très rassurant d'appartenir, ou même à une troupe. Et j'ai jamais pu, et j'ai fait une immense troupe de cœur avec tous les gens avec qui j'ai travaillé. En tout cas, c'est très... quand on est un jeune acteur et que les institutions vous refusent, c'est quelque chose d'assez déstabilisant. Oui, c'est vraiment des refus qui marquent. Ah oui, ça marque, parce que, mais en même temps, comme j'avais besoin j'avais de la chance, si vous voulez, le fait d'être refusé dans ces trucs, je me permettais d'aller chercher du travail et de travailler. J'ai travaillé assez vite j'ai vécu assez vite de mon métier. Vous vous souvenez avec quel texte classique vous avez été refusé? Vous aviez comme ça des textes qui vous tenaient à cœur et... Oui. Il y avait, j'étais un peu paresseux et je disais toujours un poème et je disais un poème de Prévert qui était je suis allé au marché aux esclaves et j'ai acheté au marché aux fleurs, je passais des auditions avec ça et tout de suite je me disais merci. Au conservatoire, je me souviens plus très... Oui, non, j'ai oublié. Mais très vite, c'était... il y avait une petite clochette, et vous avez été gling, gling, gling. Ah oui, je me souviens très bien. Je dirais son nom. Il me dit... gling, gling, il me dit, qu'est-ce que vous faites? Alors, je lui dis, je fais de l'opérette à Avignon. Et il m'a dit, retournez-y. Ça a commencé comme ça. Oui. Mais mes grands débuts, mes vrais débuts, c'est le TNP, parce que 70, en fait, tout le reste vous le connaissez puisqu'on a le même âge à peu près. Le début, vous ne savez pas. Le début, c'est j'arrive à Paris, et ça fait 8 jours que je suis à Paris, et il faut des sous pour payer le loyer, pour manger. Et je passe à l'époque, il y avait du travail facilement. Et il y avait une annonce pas dans le Télérama, mais dans le Figaro, et pour une banque qui cherchait des employés de banque. Et je suis allé à cette banque, j'ai fait à l'époque c'était facile, il fallait faire l'addition, une dictée, et c'était comme ça. J'ai fait beaucoup de fautes à l'addition et beaucoup de fautes à la dictée, mais ils m'ont pris quand même, ils m'ont dit juste, j'avais les cheveux longs, j'étais content, ils m'ont dit juste, il faudra vous couper les cheveux. C'était un vendredi et on commençait lundi. Et je me suis dit, merci. Je marche dans Paris, je venais d'arriver, je ne connaissais pas, je marche, ça fait 8 jours, je marche. Et tout d'un coup, je me suis dit, j'ai quitté Avignon pour ne pas travailler à la mairie ni à la banque. J'arrive à Paris et je vais travailler à la banque. Et tout d'un coup, je vois TNP. Donc, comme j'en ai parlé avant, vous connaissez ma relation avec le TNP à Avignon, vous avez suivi. Je vois TNP, je prends mon ticket, on jouait Illusion comique de Pierre Corneille, mis en scène par Georges Wilson, je paye, c'était 5 francs, c'était tout à fait haut, et à la fin, parce que je sais comment c'est les théâtres, je sais qu'il y a une entrée principale et une entrée des artistes, je ne sais même plus comment je m'appelle, une entrée des artistes. C'est un artiste. Ah oui, je suis un artiste. Alors que pour le cinéma, c'est plus compliqué, je vous expliquerai après pourquoi. Et j'attends Georges Wilson à la fin,
et je lui demande s'il n'a pas du travail pour moi et tout. Et il me dit, écoutez, revenez lundi. Décidément. Revenez lundi, je vais monter un spectacle à Avignon. Et je suis retourné le lundi. Un mois après, j'étais dans la cour d'honneur avec Maria Cazares. Je vais vous raconter mes débuts, vous allez voir. Je suis jamais allé travailler à la banque. Je regrette. Et mon rôle. La première fois que vous montez sur une scène, vous êtes, en dehors de Madame Butterfly, vous êtes avec Maria Cazares. Maria Cazares, George Wilson, pour les plus jeunes, José Maria Flotats. Ça vous dit quelque chose? Oui. Oui. Non, ils sont plus jeunes que ça. Pardon. Et donc, j'avais deux apparitions. Une première apparition, je sortais d'une trappe de profil avec un chapeau de horse guard comme ça, et les gens riaient. Et moi, c'était humiliant pour moi. Je pensais qu'ils se moquaient de moi à cause de mon nez. Je souffrais. Et la deuxième scène, j'étais dans un sac avec les jambes qui dépassaient, et Maria Cazares me mangeait les jambes. Donc je viens de très loin, comme vous voyez. Et ma mère qui était dans la salle, toujours ma mère, qui, que dire à son fils après ça, elle m'a dit, oh mon fils, comme tu as de belles jambes. Ce que je veux dire, c'est que d'être aimé et d'être encouragé, ça permet d'aller très loin. Mais votre nez, ah bon? Non, mais c'est fini. Oui. Non, je veux dire, bah, je me doute, mais quand on est, puisque là on parle de vos débuts, quand on est un tout jeune acteur, avoir comme ça un appendice assez comment dire, puissant, c'est un complexe. C'est un complexe. Non, mais c'est à l'époque, en 70, il n'y a pas du tout le physique de petit bras comme ça, n'existe pas dans cet écran beau. Il a fallu l'apparition des De Niro, Pacino, Steve Hoffman, qui nous ont de cette façon ouvert la porte, quoi, voilà. Mais sinon, c'est des évolutions de physique. Alors, mais bon, c'est un truc de jeune homme, quoi, voilà. C'est vraiment réglé depuis très longtemps, cette histoire de non, je ne me souhaiterais pas un autre nez que celui-là. Il y a donc Maria Cazares qui vous mange les jambes. Il y a aussi, alors après, un peu plus tard, mais juste au moment de vos débuts au cinéma, une pub pour un produit de beauté masculin. Oui, pour Ménène, effectivement. Alors vous êtes mannequin Ménène. Oui, je suis mannequin Ménène, mais en impro, je fais des impros, des trucs. Et le metteur en scène, c'est Gérard Pires. Et je le fais rire. Et il m'engage, effectivement, pour... Et c'était quoi le film? J'ai oublié. C'était quoi le premier film? C'est l'agression. Oh, wow. L'agression. J'ai une scène, je ne me rappelle plus. Et après, j'ai fait un autre film avec lui qui était une parodie de tournage de film érotique. Ça s'appelle Nous n'irons pas à Cannes. De toute façon, au début de votre carrière, c'est ces titres un peu à rallonge des années 70 assez marrants. 70 à 80. 70 à 80. Donc il y a T'empêche tout le monde de dormir, qui est tiré de la BD de Gérard Lauzier. Il y a aussi Pour sans briques, t'as plus rien. Enfin, donc, évidemment. Et les sous-doués, les fameux sous-doués. Et les fameux sous-doués, avec la machine à claques et tout ça. Donc en fait, vous commencez dans ce registre-là. Vous, évidemment, après, ça va aussi évoluer, mais vous vous amusez, vous êtes content de ces... Enfin, en plus, Pour sans briques, t'as plus rien, et dans Molinaro, c'est vachement bien. Et vous dites, bon, j'aimerais quand même quelque chose de plus ambitieux. Je ne m'amuse pas, je travaille, et je suis fier. Et je suis fier de travailler, je suis heureux de faire des films, de vivre de mon métier, de rencontrer. Voilà, je suis venu à Paris pour faire ça et je ne me pose pas la question de savoir si c'est chic, pas chic. C'est populaire déjà au départ, donc très jeune, les gens me connaissent. C'est un rapport, ce rapport à
à la popularité et à la connaissance avec les gens, c'est quelque chose qui est très formateur. Quand plus tard viendra les gros, je serai prêt, j'aurai pas de... Ça sera pas une révolution pour moi d'être connu, vous voyez, je veux dire, ça sera un truc ça sera encore des trucs de remerciements aux gens, toujours. Donc, oui, ces comédies, c'est jusqu'au jour où j'ai 30 ans et dans une comédie de mon ami Molinaro, j'ai une scène avec un revolver et je ressens quelque chose de, pas une envie meurtrière, mais tout d'un coup, c'est une image que je vais vous dire, tout d'un coup, j'ai pas envie que sorte de l'eau du pistolet, j'ai envie de tout d'un coup être en adéquation avec ce que le jeune homme de 30 ans commence à ressentir et surtout à se souvenir de mes désirs de jeune homme, de mes rêves de jeune homme, qui étaient assez romantiques finalement. Si j'avais un regret, le mec qui arrive à la fin du truc, mais ça serait je crois que c'est Musset, je regrette de ne pas avoir joué Musset, mais je l'ai joué différemment dans d'autres histoires. Donc oui, là il se passe c'est vraiment un moment dont vous vous souvenez. Ouais, un moment, dans une scène dramatique, enfin une scène que je dramatise, mais même dans les sous-doués souvent, il y avait des scènes que je vivais de l'intérieur comme ça, et j'arrête effectivement volontairement de faire des comédies, et j'attends qu'il se passe autre chose, il se passe rien. Pendant un an, il se passe rien du tout, et... Vous chantez? Ah non, pas encore. Non, si, le premier album, c'est pas à ce moment-là. La première chanson, Stop. Les 45 Stop. Ouais. Ah, oui, c'est là, oui. C'est pour combler C'est pour combler, je sais pas. C'est aussi des années 80, c'est la musique à tout. Oui, je fais, oui, c'est ça. Je fais 2,45 tours dans un qui marche très bien, qui s'appelle Stop, et que la vie. Allez, et que la vie me pardonne. Bon, il n'y était pas. Non, mais, donc vous arrêtez volontairement les comédies et vous attendez. Et j'attends, et là... Et comment vous faites? Vous faites quand même savoir autour de vous, non, à votre agent, vous faites savoir que vous avez envie de rôles plus dramatiques? Non, parce que ça ne sert à rien. Vous savez, il y a des moments où on ne nous voit pas, on nous entend. Même quand on a du succès, il y a des périodes, quand vous êtes trop longtemps là, on ne vous voit plus. Hein, c'est normal quoi, d'être là, mais il ne se passe pas grand-chose. Donc non, je fais des polars un peu... des belles séries B. C'était chic, aujourd'hui c'est des belles séries B. Et de toute façon, je fais avec quelqu'un dont on va rendre hommage à la Cinémathèque récemment, avec Sergio Gobi. Oui. L'Arbalète? Oui, l'Arbalète. Non, mais moi je ne crois pas que mon film passe de celui-là, il n'y pas, je pense. Bref, voilà, je fais ça jusqu'à ce fameux jour, je pense, où arrive cette proposition de Jean de Florette, c'est ça, hein? Oui, de Claude Berry. Oui, de Claude Berry, voilà. Claude Berry. Et vous vous souvenez, est-ce que vous vous souvenez encore de tout? Est-ce que vous vous souvenez le coup de téléphone? Est-ce que vous vous souvenez la première rencontre? Oui. Cet Hugolin qui débarque dans votre vie? Je me souviens j'étais harcelé par les maisons de production et je pensais, il avait passé un film qui était les surdoués du deuxième rang, une espèce je croyais qu'il me proposait, et je répondais pas, j'ai dit j'ai fait les surdoués, je vais pas faire un truc. Et puis ils insistent, et puis j'y vais, et je vais dans le bureau de Claude Berry, j'ouvre la porte, il me dit, ah non, t'es trop beau. Comment? Il dit, t'es trop beau. J'ai dit, on va dire, c'est rare hein, quand tu te trouves trop beau. Mais pourquoi? Et il m'explique. Il passe le livre, Jean de Florette. J'ai dit, mais... Attendez, ça veut dire quasiment que vous êtes trompé de porte, quoi. Non, je ne me suis pas trompé de porte, il savait que c'était moi, mais quand il me voit, il m'a trouvé trop beau. Ça arrive, hein? Pour le rôle. Et j'arrive, il me dit, non, c'est pas possible. Je rentre chez moi, je lis la description du Golin, je me rase la tête, je me fais déjà avec et je vais le revoir. C'est la première fois que j'ai fait ça. C'est la première fois que j'ai
j'ai pas sollicité avec les mots, mais j'ai sollicité avec toute mon énergie le désir de faire Alors, quand on est metteur en scène, et qu'un metteur en scène aussi instinctif que Claude Berry sent le désir d'un acteur, ça l'interpelle. Alors il me dit, écoute, on fait d'abord des essais maquillage. Il y avait un maquilleur dans le coin qui était là, qui s'appelait Michel Deruel, que j'ai gardé des années, et on invente cette tête du Golin. Et là, on fait des essais comme ça, et il me dit, oh là là, oui, il me dit, écoute, si au jeu tu es aussi convaincant que là, ça peut le faire. Et donc, la semaine d'après, j'ai fait des essais de jeu, ça leur a plu. Et j'ai fait le rôle. Est-ce que il y a quand même aussi un moment un peu déjà une première boucle qui se boucle parce que par définition c'est la Provence, ce sont vos racines, enfin bon, il y a Alger mais il y a Avignon, vous avez fait l'accent très joliment l'accent de votre maman tout à l'heure. En plus il y a quelque chose. Non mais il y a Pagnol que je connais. Et il y a Pagnol que je connais bien Pagnol, je connais bien tous ces films là, je les ai vus. Les rétrospectives au Festival d'Avignon, quand j'avais 15 ans, 16 ans, tout ça, je voyais ces films. Il y a cette littérature que je lis, ensuite il y a ces romans, il y a Giono que je lis aussi. Et quand j'arrive à Paris, quelque chose me manque de la lumière et je relis. Donc il y a quelque chose d'intimement lié avec cette Provence inventée par Pagnol, parce que c'est pas la vraie Provence. Ce qu'il y a de magnifique avec Pagnol, c'est que tout ce qu'il a écrit, c'est de la pure imagination, c'est de la poésie pure. Et donc oui, donc j'ai cet univers, je le connais, et je sais le retranscrire, voilà. Alors, à le convoquer. Mais ce qui est, merci pour le verbe, non pour le verbe, il est beau, c'est juste de convoquer. Et qu'est-ce que je veux dire et ce qui m'a aidé beaucoup, en vérité, ce qui m'a aidé, c'est d'être derrière ce masque, ce maquillage. J'ai pu oser des choses que je n'osais pas faire avec mon beau physique. Ça c'est vraiment intéressant, je l'ai lu, vous l'aviez dit que jusque-là, vous aviez encore une espèce de pudeur, vous n'étiez pas allé au bout de vos sentiments, de vos émotions dans le jeu d'acteur, et que là, derrière, effectivement, ce filtre, vous avez appris à... Et c'est drôle parce qu'après, quand vous avez enlevé le masque du Golin, vous avez quand même gardé le masque de l'acteur, vous n'êtes pas redevenu pudique. Alors après, derrière ça, il y a eu un film de Michel Deville, tout ça, et il y a la rencontre avec Claude Sauté, qui me propose, qui n'a pas vu Jean Florette, et qui m'a dit après, si je l'avais vu, je ne t'aurais pas pris. Ils sont compliqués les franchement, il faut se les partir. Pas tout, enfin, quand même. Ça fait des beaux trucs à l'arrivée, mais quand même, les chemins, c'est. Il faut le sac. Donc, oui, Sauté qui arrive, qui propose un truc. C'était tiré d'un roman de Lermontov, la princesse Marie. C'était quelques jours avec moi, un type qui n'a pas accès aux sentiments, qui est absent, une espèce d'étranger, mais réinventé, pas l'étranger qu'a eu un autre. Avec Sauté, on a inventé, enfin il a inventé un personnage que j'ai décliné longtemps. Les metteurs en scène pensaient, j'ai un truc pour toi à nouveau, enfin, c'était le même, mais on leur dit rien, on fait. Et donc, dans un premier temps, comme un imbécile que je suis, je vois rien, je comprends pas, je sais pas comment on joue l'absence après avoir été si extraverti. Et puis au bout d'un mois, après avoir refusé à tout, je me dis mais si tu refuses à Sauter, qu'est-ce que tu vas faire derrière? Donc je l'ai rappelé et vous aviez peur, enfin au peur vous avez refusé au départ. Oui, tant que vous ne saviez pas comment aborder ce. Oui, c'est ça. Ça a été la première semaine de tournage, c'était une semaine assez intense, assez durée tout le temps. Parce que travailler avec Claude Sauté,
c'est à la fois un amoureux des acteurs, d'une grande sensibilité, mais c'est une grande rigueur. Ça a été une école. J'ai pas fait le conservatoire, mais j'ai fait sauter, quoi. C'est une école. Mais alors, ce personnage donc, de quelques jours avec moi, donc, qui effectivement est absent, presque absent aux autres, absent à ses sentiments et tout. Alors finalement, comment sauter vous a aidé à le... Est-ce d'abord, parce qu'il y a cette réputation, il criait ou il disait... il criait dessus pour éteindre... mais il crie pas sur l'acteur qui joue. Il crie... il a des crises en dehors, il a des crises en dehors, par exemple... il y avait un mot que j'arrivais pas à dire, et lui, parce que ce qui était génial avec lui, c'est que donc je jouais au théâtre, et toutes les semaines, il venait me lire la scène qu'il avait écrite. Et on mangeait là tous les deux, et il commençait à lire, et il y avait beaucoup d'émotions et tout ça. Oui, c'était magnifique. Et c'était sa façon de diriger, de cette façon en amont. C'est-à-dire qu'il me nourrissait, d'affect, d'émotion, et il n'y avait plus qu'à reverser quoi, après. Quoi. Donc, et puis, avec des gens comme ça, c'est se laisser filer. Par exemple, il n'avait pas confiance il ne pensait pas qu'un acteur pouvait être bon plus de 30 secondes, par exemple. C'était très, très, très découpé. Mais à l'arrivée, avec une grande fluidité. Il y a deux écoles, ceux qui te laissent jouer, et puis ceux qui... ça revient au même. Quoi. Ce qui compte pour un metteur en scène, c'est le regard qu'il porte sur les acteurs et le point de vue qu'il a sur son histoire. Après, quand on est acteur et qu'on accepte, c'est magnifique d'entrer dans l'univers du metteur en scène et de se laisser porter. Et alors après, il y a ce rôle sublime, ce couple sublime, ce trio sublime, puisqu'il y a aussi André Dussolier, mais avec Emmanuel Béard d'Un cœur en hiver, qui est, alors là vous allez au bout du type glacier, hein, enfin, voilà. Effectivement, il m'a dit, il ne peut pas aller plus loin, Coco. Comme ils disent qu'il peut. Coco ne peut pas aller plus. Oui, c'est un type qui n'a pas accès aux sentiments. Pas du tout, c'est terrible. C'est quelqu'un qui par jeu, et ça c'est le théâtre russe, hein, c'est Lermontov, qui par jeu va essayer va provoquer le désir de l'autre et la tentative de sentiment. Et quand l'autre est sur le point de succomber, il lui dit « mais je ne vous aime pas ». Ça c'est terrible, c'est terrible. Justement, il y a cette scène qui est vraiment une des grandes scènes de votre filmographie, c'est dans cette voiture où vous êtes avec Emmanuel Béard, et vraiment elle se donne à vous son âme, elle vous déclare sa flamme, et il y a ce coup près, mais je ne vous aime pas. Comment on joue ça? D'abord, beaucoup de prises, quelles étaient les indications de sauter? Elle est bouleversante, Emmanuel Béard, en face. Je ne me souviens pas des indications précises de Claude. Ce que je sais, c'est qu'il nous mettait en condition. Entre les scènes, on avait du mal à s'échapper, à aller dans la loge. Il nous clouait sur le plateau pendant que la lumière se faisait. J'ai des souvenirs comme ça. Donc, on était... Et au fond, c'est ça à jouer. C'est être dans un état. C'est l'état qui compte. C'est ça. C'est à la fois un état nerveux et des intentions... au fond, moins on pense, mieux c'est. Il faut, voilà, par rapport à ce que vous m'avez demandé, il faut penser avant, mais quand on joue, se laisser porter par... même pas les émotions. Les émotions, il faut même les contenir pour qu'elles sortent pour le spectateur. Et ça, c'est très dur des fois. Parce que c'est plus dur, au fond. Donc, ce qui est le plus dur, c'est de jouer dans une comédie. C'est très dur, les comédies. Ouais, c'est très très dur. Bon, c'est une parenthèse, parce que je sais que vous voulez parler de comédie. C'est le seul truc qu'on a préparé, c'est ça. C'est juste, je lui ai dit, écoutez, non, ne me demandez rien, laissez. On va se surprendre l'un l'autre. Et bon, bref. On va y arriver à cette comédie que j'aime beaucoup. Oui, donc cette scène, je me souviens très bien. On est dans la voiture, il fait froid, et lui,
c'est son cadre, il est là, c'est un metteur en scène, donc il a son image. Après ça y est, maintenant il nous fait confiance, il nous laisse aller, et ça marche tout seul. Donc je me souviens de cette scène, je dis, mais je ne vous aime pas Camille, je ne vous aime pas. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'après, on a décidé que vous étiez un homme sans sentiment, un homme vide, jusqu'à évidemment le vide le plus inquiétant, c'est celui de Jean-Claude Roman, puisque vous avez été l'adversaire, vous avez joué l'adversaire de Nicole Garcia. C'est quand même, je trouve, intéressant. Vous commencez donc dans T'empêche tout le monde de dormir, même vous commencez au milieu de l'opérette, la vie, vous êtes méridional, et vous vous retrouvez finalement petit à petit à incarner mais presque le mystère masculin. Mais je suis, parce que on est tout ça. Je veux dire que, vous vous rendez compte, si j'étais que ça, ça serait terrible. Non, je veux dire que si j'avais pas de vie, c'est possible de jouer ces rôles parce que la vie autour est légère, joyeuse et triste parfois, bien entendu, mais parce que la vie est vivante et que on a la force on est armé pour jouer ce genre de rôle. Mais des fois ça va trop loin. Par exemple, Jean-Claude Roman, c'est l'histoire d'un type qui avait les capacités de faire médecin, de faire des études, et qui s'est inventé une vie. C'est pareil, lui, là, il s'est inventé une vie, et sur le point d'être démasqué, pour ne pas décevoir sa famille, il s'est inventé qu'il était chercheur au CNRS, et pendant 10 ans, il partait le matin pour aller travailler, et il ne travaillait pas, il escroquait les gens, et au bout d'un moment, il a tué son père, sa mère, le chien de ses parents, sa femme, ses enfants. Et la seule personne qui l'épargne, c'est sa maîtresse, parce que au fond, il ne doit pas l'aimer assez, quoi. Je veux dire. Mais j'ai occulté les crimes pendant tout le film. Je pense, non. Et j'étais que sur le mensonge. Et ça suffit de mentir et de pourrir sa vie sur un mensonge. Donc c'était mon moteur. Et quand on a fait la scène des assassinats, je demandais juste, mais là, le fusil, là, comme ça, je posais des questions techniques, j'avais un grand recul. Mais c'était terrible à faire. Et je n'ai eu de cesse que ce film sorte pour passer tout ça aux spectateurs. Ça a été un rôle qui était... qui était parce qu'il y avait ce rapport psychologique au mensonge, au truc, à la manipulation. C'est des choses terribles. Récemment, vous avez refait un rôle comme ça pour Joaquin Lafosse. Oui, j'ai fait ça aussi. Donc il y a quand même quelque chose qui vous fascine. Non. Sur l'ambiguïté, en tout cas, non je maîtrise bien. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est des rôles forts, mais c'est des histoires fortes. Il y a des films dans lesquels on traverse par rapport, plus pour le film que pour le rôle, pour l'aventure, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était un film fort qu'il fallait faire. Et l'autre chose aussi qui me plaît, c'est que des jeunes metteurs en scène aient toujours le désir de travailler ça, c'est important, c'est ce qui fait. Il y a deux choses dans une carrière d'acteur. Il y a la popularité, c'est bien, mais moi j'aime bien cette idée de succès, ça veut dire d'être présent, d'être dans le temps d'aujourd'hui. Je n'ai pas de nostalgie par rapport avant. Moi j'aime bien dire que le bon temps c'est maintenant. Il y a une chanson de Johnny Hallyday qui disait le bon temps c'est maintenant et laissez-nous twister. Voilà. Voilà, laissez-moi twister. Je continue à twister, hein. Oui, on va faire un petit twist, mais au sens on va passer quand même aussi, donc, parce que pendant toutes ces années, effectivement, il y a aussi
Là, c'est un peu quand même un petit peu plus drôle comme personnage parce que vous vous jetez d'un mur pour. Enfin, c'est ma saison préférée où vous avez Catherine Deneuve comme partenaire. Là, c'est effectivement un drame familial, mais il y a quand même une espèce de. Il y a une légèreté parce que ce sont des souvenirs de jeunesse dans le Téchiné. Je pense que c'est lui que je joue avec sa sœur, hein, ce truc. Et que effectivement, il y a une légèreté, il y a quelque chose. Il y a au fond une comédie de la vie, mais c'est pas un film dramatique, c'est un film poignant avec des scènes dures, assez familiales, mais c'est joyeux, c'est triste, et non, ça c'est un très beau souvenir. Et puis cette rencontre magnifique avec entre Téchiné et Mademoiselle Catherine Deneuve, oui, beaucoup, que j'aime beaucoup. Oui, parce que vous avez quand même comme partenaire, si on voit les partenaires féminines de votre carrière, c'est quand même la surclasse, quoi. Parce que, on a parlé d'Emmanuel Béard, de Catherine Deneuve, Fanny Ardant dans La Belle Époque, récemment Nicolas Bedos, qui est aussi une sorte de comédie, alors grinçante, mais vous avez eu des Sandrine Kiberlin dans la comédie dont je vais parler. Ça, d'être avec en face de soi aussi de très 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 grandes actrices, c'est quelque chose de. On joue pas seul, quoi, et c'est une chance. C'est la chance aussi que j'ai eue, c'est de travailler avec des grands metteurs en scène qui m'ont donné de grands rôles dans des histoires avec de grands partenaires, et que c'est délicieux de pouvoir échanger comme ça avec ces grandes actrices. Oui, c'était absolument délicieux, ça fait des beaux films. Oui, alors juste cette petite parenthèse, parce que dans vous dites c'est chouette de donner envie à des jeunes cinéastes. Alors, il n'avait pas 12 ans, mais c'était quelqu'un qui n'avait jamais travaillé avec vous, c'est Pierre Salvadori. Donc cette comédie absolument délicieuse, très Lubitsch, qui s'appelle Après vous, où vous êtes avec José Garcia et Sandrine Kiberlin. Donc ça commence, vous dépendez José Garcia qui est en train de se suicider, et en fait, manque de bol, après il vous colle. Oui, je le sauve, et ça commence un peu comme un espèce de boudu sauvé de l'arbre, et après il va pourrir ma vie, mais je vais m'engager, je vais m'engager pour essayer de le faire sortir de cette déprime. Et je me souviens très bien, il est amoureux de Sandrine dans le film, c'est ça? En fait, Sandrine, c'est son ex, et il veut que ça, c'est un petit peu un côté, un petit peu Cyrano de Bergerac, qui vous demande d'aller plaider sa cause. Manque de bol, c'est vous qui tombez amoureux d'elle. Oui. Et là, c'est double culpabilité, oui, c'est ça. Non seulement j'essaye de le sauver, mais en même temps, je lui pique sa fiancée, c'est horrible. Expliquez-moi pourquoi c'est dur. Tous les acteurs disent ça. Mais pourquoi c'est plus dur la comédie? Alors celle-là, non. Parce que elle est axée sur des ressentiments, sur des rapports psychologiques justes et vrais. Donc il n'y a pas à forcer, il y a juste à se laisser porter. Ce qui est dur, c'est quand la comédie est un peu plus mécanique, que les situations ne sont pas très crédibles et qu'il faut essayer de... Voilà, ça c'est difficile. Par exemple, prenons Le Placard. Le Placard, c'est typiquement une très grande comédie avec vraiment des rouages. Alors là, c'est encore autre chose, parce qu'on a affaire à un type tellement précis et méticuleux que vous jouez, c'est même plus vous qui jouez. C'est lui. C'est lui. Oui, c'est lui qui. Voilà, qui. Donc. Et ça fait les résultats qu'on connaît, mais quand on joue avec lui, il y a très peu de ce qui nous reste de nous. Non, très peu, c'est très lui, c'est très lui. C'est-à-dire qu'à la baguette, si vous direz. Non, à l'intonation près, quoi. C'est ce qu'il désire, c'est presque désincarné. Mais c'est aussi une forme de, comment dirais-je, d'exploit. D'être bon dans un film de Weber aussi. Mais donc, à l'oreille, c'est-à-dire, en fait, vous faites partie d'une partition, mais c'est tout. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas le droit de proposer quelque chose? Si, mais pas beaucoup. Non, mais c'est tellement bien écrit.
c'est écrit, voilà, c'est écrit, il a passé 2 ans, voilà, c'est chaque metteur en scène a sa musique, chaque metteur en scène a sa façon, et moi-même, quand je mets en scène, je sais bien que quand j'écris, j'entends une musique, et cette musique, j'ai envie qu'elle soit rejouée par mes acteurs. J'ai beaucoup plus de compassion pour les metteurs en scène maintenant qu'avant. Alors justement, enfin, on va en parler de la musique. Parce que l'envie, votre carrière est absolument folle, vous faites constamment comédie-drame. Votre dernière nomination au César, vu que vous en avez 412, mais votre dernière nomination, c'était pour La Belle Époque de Nicolas Bedos. Alors dans La Belle Époque, c'est quand même drôle, parce que là vous dites laissez-moi twister, etc. Mais dans La Belle Époque, vous êtes plutôt un type qui c'est pas vraiment envie de twister. En tout cas, il veut pas twister avec l'époque. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui refuse complètement l'époque, et plus dans le coup, il est dessinateur, mais ses dessins, et surtout, il a une femme magnifique, et cette femme, elle voudrait que ce type se réinvente, qu'il réinvente leur amour. Mais lui, il est trop barré pour ça. Et elle le provoque, elle fait des choses terribles. Et jusqu'à le mettre dehors. Et son fils, pour lui faire un cadeau, lui propose de participer à aidez-moi, il a un copain qui a inventé une espèce de truc où on remet en scène l'époque. L'époque qu'on choisit. Et donc je décide de revivre le moment où j'ai rencontré pour la première fois cette femme. Et alors là, il y a un truc, si le vieux, je crois, va retomber amoureux, mais il va tomber sûrement amoureux de la jeune. C'est très très joli. Enfin bon, il faut le voir, c'est un beau film. Et là, vous parliez tout à l'heure de temps en temps des regrets d'absence de rôle romantique. Là, d'une certaine manière, bon, c'est un bourru, mais c'est un rôle romantique. Oui, mais je les ai eus tous ces rôles. De vieux romantiques. Oui, je les ai eus après tous ces rôles. C'est-à-dire qu'il y a très peu de... Souvent, mes personnages étaient des gens en quête d'amour, ou voilà. Un beau film aussi que j'ai aimé, c'est Je l'aimais, justement, de Zabou, tiré du livre de Caval. Mais c'est parce qu'un de mes films de référence, c'est Nous sommes tant aimés, d'Ettore Scola. Et en fait, plus que vous me disiez tout à l'heure fasciné par les trucs de justice, tout ça. Non. C'est les types qui ratent leur vie amoureuse. Ça me bouleverse. Et ce qu'il y a de magnifique dans ce film d'Ettore Scola, c'est une bande voilà, c'est des jeunes à la sortie de la guerre, et Gassman est amoureux d'une, je ne me rappelle plus du nom de l'actrice, c'est un jeune, c'est Laurent Antonelli. Oui, Laurent Antonelli. Il s'aime et tout, mais lui il est ambitieux, et par ambition, il va la quitter pour épouser la fille d'un riche industriel. Et elle aussi, elle me touche beaucoup, cette fille, parce qu'elle est laide au départ, elle n'est pas cultivée, et toute sa vie, pour se faire aimer de ce type qu'elle aime, c'est bouleversant, elle va devenir très très belle. Et lui, toute sa vie, il a le sentiment d'avoir raté sa vie, il se sent coupable et tout. Et un jour, il la retrouve par hasard, et ils ont une discussion comme ça, et il s'aperçoit qu'en fait, elle lui dit, mais non, moi j'étais très heureuse. Et pourquoi Et donc voilà, c'est personnages qui ratent leur vie amoureuse comme ça, il y en a. Alors, donc, je vous ai fait pleurer presque. Oui, non, mais ça m'étonne pas. En fait, tous les personnages masculins, même les plus mystérieux ou même les plus vides à l'intérieur, en fait, c'est des hommes qui ont effectivement des problèmes avec l'amour. Ouais. Ou des solutions. Ça ne veut rien dire ce que je dis. Ah si, quand même. Alors justement, la solution,
c'est aussi la chanson, parce que vous parlez d'amour et tout dans vos chansons, puisque donc vous avez fait 2 albums, à chaque fois avec la collaboration de Gaëtan Roussel, et dont un tube pas possible si vous l'aviez connu. Je suis comme vous, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, à quel moment vous dites que vous allez vous mettre à écrire des chansons? Est-ce que vous en avez toujours écrit? Est-ce que vous avez toujours eu des petits carnets dans des coins? Oui, quand j'étais jeune homme, oui, j'écrivais des trucs. Et puis c'est en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est en tombant sur ce livre de Paul Jean Toulet, un auteur, un poète. J'ai adoré ces textes, ces poésies, et j'ai essayé de les dire, et j'y arrivais pas, parce que c'est arythmique, c'est très bizarre. Et je me suis mis j'ai pris la guitare et j'ai posé des accords sur les émotions que je ressentais, ça commençait comme ça. J'ai mis une vingtaine de chansons comme ça de lui en musique, et puis je suis allé les jouer dans des petites salles comme ça, et je sentais qu'il se passait quelque chose avec le public, il y avait un truc. Et quand j'ai rencontré Gaëtan Roussel, je lui ai demandé de me faire des arrangements pour que le spectacle prenne plus d'ampleur. Et quand on a fait l'album, il manquait une chanson, et j'ai écrit un texte. Et c'est lui qui m'a encouragé après à écrire les textes, voilà. Et voilà, et donc c'est pareil, je raconte des histoires, j'invente des histoires, c'est des petits scénarios, c'est des petits films. Alors d'où ça vient, je sais pas. Je sais pas d'où ces trucs viennent. C'est comme les mélodies, je sais pas, ça vient d'une vie à entendre et à vivre, quoi. C'était aussi une façon de... La chanson, la musique m'a toujours procuré beaucoup d'émotions comme spectateur. C'était une façon de rendre ça. En fait, souvent, c'est recevoir, donner. Au fond, s'il y avait un truc à dire de mon métier d'acteur, ce serait ça, que ce soit acteur, chanteur, musicien, enfin, ça participe de la même chose, on est sur une scène, c'est un échange. C'est être sincère, pas mentir, mais raconter des histoires. Il y a une ambiguïté là-dedans, c'est que ça, c'est-à-dire on ment pas, mais on raconte des histoires. Oui, je vais l'écrire. Oui, mettez-le dans une prochaine chanson. En plus, ça tombe très bien, parce qu'on vient de faire ceci, on arrête. Donc, c'était long, non? C'était et c'est une très belle conclusion. Donc, ma chère raconteur d'histoire sincère, je vous remercie énormément. Monsieur Daniel Auteuil. Merci beaucoup. Bon ben.